Un peu plus d'un an après son arrivée à la tête de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia vient de boucler son troisième mercato à la tête du club. Une grande réussite prouvant à la fois l'ambition et la restructuration apportée par le Marocain au sein du club phocéen. Car si les réalisations du nouveau directeur sportif de l'OM, qui était alors conseiller du président il y a encore quelques semaines, trouvent bien évidemment écho au niveau de l'évolution de l'effectif, l'ancien joueur de la Juventus a plus généralement restructuré un club à la dérive sportivement et professionnellement selon lui. Et c'est justement ce qu'il nous rappelle dans cette interview publiée dans l'édition du jour du journal L'équipe que vous avez sous les yeux, que nous allons donc analyser aujourd'hui. L'intérêt ici de cette vidéo n'est pas de lire l'interview à voix haute, je mettrai le lien de l'interview du journal L'équipe afin de respecter le travail des journalistes en commentaire, mais plutôt de réaliser un bilan des 14 premiers mois de Mehdi Benatia à l'OM à partir de cette prise de parole médiatique particulièrement intéressante. Avant que la vidéo commence véritablement, je tiens à délivrer une appréciation globale de cette interview que j'ai relue plusieurs fois et dont j'ai sélectionné des passages intéressants, pertinents pour réaliser cette vidéo. Selon moi, l'appréciation, elle est globalement très positive et elle est même surprenante. Un an et quelques mois après l'arrivée du Marocain, on se rend compte finalement que l'OM a réussi un très gros coup en l'attirant, un coup qui était inespéré, tant on se rappelle des conditions d'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM. Et finalement, on a devant nous un dirigeant qui semble très complet, un dirigeant moderne, un dirigeant qui est capable à la fois d'être un homme d'action et de défendre son institution en descendant sur le terrain, par exemple, pour parler aux arbitres, en exprimant sa colère, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, il l'a montré tout au long de sa carrière de joueur, mais aussi un dirigeant moderne par le réseau qu'il peut avoir au niveau du marché des transferts. Comme cela a été rappelé dans la dernière vidéo de Romain Molina, comme il l'a répété en interview, c'est quelqu'un qui ne se ferme à aucun intermédiaire, à aucun agent. Et c'est très rare du côté de l'Olympique de Marseille. On a justement eu l'habitude, que ce soit sous Jacques-Henri Hérault ou lors du début du mandat de Pablo Longoria, l'habitude d'avoir vraiment des mercatos de réseau avec des agents particuliers. Non, Mehdi Benatia, il est capable de faire des deals avec l'agent de Ismaël Koné, qui est géré par une boîte, je ne sais pas si elle est canadienne. Il est capable de faire des deals du côté de la Norvège, du côté du championnat autrichien. Je pense qu'on a rarement eu un directeur sportif qui a eu une telle palette dans les différents championnats où il allait chercher des joueurs. Il allait chercher des joueurs pratiquement partout en Arabie Saoudite. Bref, il a un réseau énorme. Et si je devais définir Mehdi Benatia, avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots, je dirais que c'est un directeur sportif ambitieux, qui a des idées claires et qui a vraiment cette volonté de remettre l'Olympique de Marseille à cette place. On sait que c'est quelque chose qui est souvent répété par les gens qui viennent à l'OM, mais quand même, lui peut se targuer du fait d'avoir déjà quelques belles réalisations à son crédit. Et bien évidemment, il faudra les matérialiser à l'avenir par des trophées gagnés. On peut donc commencer avec l'analyse de cette interview. Et moi, je ne vais pas débuter par le début de l'interview qu'a réalisé l'équipe, vu que c'est plutôt une analyse du bilan justement de Mehdi Benatia à travers l'interview, en s'appuyant sur l'interview. Je vais commencer par un moment où il évoque ses débuts. C'est clair, depuis que Mehdi Benatia est arrivé à l'OM, et si on analyse son parcours à la tête de l'Olympique de Marseille, de conseiller du président à directeur sportif depuis quelques semaines, on peut diviser son parcours en deux étapes. Une première étape qui était plutôt une étape d'observation d'un dirigeant qui faisait ses débuts, qui a analysé la situation du club, qui essayait de dresser un constat, puis celle d'un homme d'action. On peut dire à peu près à partir du mercato de janvier. On se rappelle que lorsque Mehdi Benatia est arrivé, on le voyait souvent dans les tribunes aux côtés de Pablo Longoria. Il sortait d'une carrière plus ou moins courte d'agent, d'intermédiaire. Il n'était pas encore autorisé à pouvoir officiellement travailler au sein de l'Olympique de Marseille. Il avait réalisé un constat. Lui dit qu'il a surtout envie de se baser sur ces 7 derniers mois, ça en dit long sur ce qu'ont été ses premiers mois à la tête de l'Olympique de Marseille. Il dit qu'il a essayé de les oublier, même si c'est resté gravé. Il a réalisé un constat pour lui dans un club qui n'était pas au niveau, aux ambitions d'un grand club comme l'Olympique de Marseille. Et c'est très important parce que ça nous permet d'expliquer toute la restructuration qu'il a effectuée derrière. Il a toujours bien évidemment un avis assez négatif sur l'équipe de la saison passée. Il l'avait déjà dit dans une interview à Beansport, une équipe très moyenne, une attitude catastrophique, tant de choses à changer, de bordel dans le club. Je me fais petit, je prends des notes. Ça illustre bien l'attitude qu'a eu le Marocain, comme je l'ai dit précédemment, à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Des petits conseils pour Aubameyang. On se rappelle qu'il avait notamment participé au regain de forme de l'international gabonais. Le Gabonais l'avait lui-même dit dans une interview. Et vraiment, son constat est très négatif sur la saison passée. Il se demande même comment l'OM a fait pour faire demi-finale de Coupe d'Europe et que ça relevait de l'exploit. Et justement, on a un peu le passage à l'homme d'action sur la fin de saison et dès le mercato de janvier. On se rappelle qu'il va notamment permettre les arrivées de Faris Moumbagna, également de Quentin Merlin. Et en fin de saison,
C'est un constat pour lui qui est clair, c'est qu'il fallait prendre des décisions radicales. Il le dit, soit on décide de prendre des décisions radicales, soit on risque de foncer dans le mur. Donc ça montre vraiment l'état l'état du club qu'il a trouvé, parce que c'est quelque chose à ne pas occulter dans notre jugement, parce qu'on pourrait reprocher à Mehdi Benatia certains transferts, certains joueurs qui sont partis au bout de 6 mois. Son premier mercato de janvier, on peut dire que certaines recrues, comme par exemple Quentin Marin, aujourd'hui laissent à désirer, mais il y a des conditions. Et il le rappelle très bien en évoquant les départs à la CAN, le mercato encadré par la DNCG, un peu moins de moyens pour recruter. Il était dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Et malgré ces conditions, on se rappelle notamment qu'il avait pu réaliser le transfert de Renan Lodi, qui avait permis justement à l'OM de faire sortir un flop rapidement pour une belle somme vers l'Arabie Saoudite. Et justement, ce qui va caractériser les premières semaines de Mehdi Benatia dans l'identification des problèmes du club, c'est l'exigence. Et l'exigence, c'est un mot qui revient énormément dans le discours du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, dans chacune de ses paroles. Que ce soit pour expliquer les manquements de la saison passée, la saison ratée, pour expliquer les flops à l'OM, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de mettre l'exigence au sein du club, vraiment inspiré des grandes institutions par lesquelles il est passé. C'est quand même un joueur qui a une carrière, un ancien joueur qui a eu une carrière exceptionnelle, hein. Il est passé par le Bayern Munich, il a été entraîné par Pep Guardiola, il est passé par la Roma qui est une grosse institution, par la Juventus qui est une grosse institution. Bref, c'est quelqu'un qui a une grande expérience et il évoque dès son arrivée à l'Olympique de Marseille en évoquant ce qu'il fallait changer, un manque d'implication de la part de certains joueurs qui s'entraînaient comme les jeunes, quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa carrière. Il dit qu'il fallait leur expliquer pourquoi on n'était pas sur le bon chemin. Et c'est justement ce qui a amené à des premières réalisations. Et franchement, ce qu'il faut mettre en lumière avec cette interview. Parce que si je fais une vidéo pour dire oui, mais Benatia, il a ramené Rabiot, il a ramené Højbjerg, il a ramené Rouli, alors qu'avant on n'avait pas Lopez, on n'avait pas Gay. L'upgrade en termes d'effectifs, on le sait tous. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour dire oh, c'est incroyable ce que fait Mehdi Benatia, il a ramené des joueurs d'un top niveau. On l'a dit dans plein de vidéos. Mais ce qu'il y a dans l'invisible pour les supporters de l'OM, ce qui se passe en interne, c'est quand même aussi quelque chose de très important dans la restructuration du club. Et c'est quelque chose qui est restitué dans cette interview. On a ramené un directeur de la performance, on a changé des choses à la formation, on leur met des séances vidéo, on a ramené un psychologue. Il y a vraiment quelque chose qui va de l'accompagnement des joueurs au sein de l'Olympique de Marseille, et c'est quelque chose d'important, puisque lui l'explique avec par exemple le développement du player care. Il prend l'exemple de Luis Enrique. Il montre que à l'Olympique de Marseille, les joueurs ont besoin d'être accompagnés, qu'ils ne peuvent pas être lâchés dans un environnement aussi important. Il dit Luis Enrique, quand Pablo le ramène, on te dit que c'est un crack, puis après qu'il n'est pas bon. Il faut qu'il dégage au Brésil. On a fait quoi pour l'aider? Tu sais même pas ce qu'il a, tu sais même pas ce qu'il fait. Il a un préparateur physique à la maison. Tu dois savoir ce qu'il concocte. Un cuisinier, est-ce qu'il est en relais avec le nutritionniste du club? Ça s'appelle faire du football. On n'est pas seulement là pour signer des contrats. Sauf qu'à Marseille, quand tu changes, tu fais des ennemis à l'intérieur du club. On voit qu'il y a vraiment eu des changements importants qui ont été apportés par Mehdi Benatia. Et c'est des changements qui sont anodins et qui, même pour des supporters, devraient sembler logiques. Mais le fait qu'on apprenne qu'il n'y avait pas de nutritionniste au club, et ça c'est vraiment un élément qu'on savait depuis quelques semaines avant son arrivée, qu'il n'y avait pas un suivi des joueurs au quotidien, c'est quand même assez déplorable pour un club comme l'Olympique de Marseille. On sait par exemple que Lyon, qui sort beaucoup plus de jeunes joueurs que l'OM, qui arrive plus à valoriser les jeunes joueurs qui vont chercher du Brésil, justement eux ils ont cet accompagnement, que ce soit à travers l'intégration des joueurs dans la nouvelle ville, dans leur nouvelle vie, sur un nouveau continent. Et c'est quelque chose justement que Mehdi Benatia a apporté à l'Olympique de Marseille. Et vraiment, c'est le premier mot sur lequel je vais insister pour cette vidéo, et ça va même être le premier point de notre vidéo, c'est restructuration. On a la restructuration d'un club qui devient enfin un club qui se donne les moyens de réussir. Et c'est des petits détails au quotidien qui sont importants. Justement, le player care, je crois que c'est ça le nom, c'est quelque chose qui a été institué très récemment, et on a pu voir justement la personne qui s'en occupe, Bob Tari, qui est toujours à côté des joueurs dans les vidéos. Et vraiment, c'est une manière de renforcer à la fois le fonctionnement du club et de continuer une institutionnalisation qui est assez forte. Alors je sais que c'est un petit détail, vous allez peut-être vous dire pourquoi il parle autant de ça. Bah, moi, ça me semble important et ça me semble être des choses qui sont très importantes au quotidien et qui pourront expliquer la réussite future de certains joueurs. En parlant de la réussite des joueurs passés par l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia est bien évidemment revenu sur certains épisodes qu'on avait décriés du mercato hivernal, à savoir les départs de Lilian Brassier. Bon, finalement, Lilian Brassier, on était tous d'accord pour qu'il parte, mais surtout ceux d'Elie Ouahi et Ismaël Koné. Et il faut savoir, son discours est particulièrement intéressant, et c'est ça aussi que je trouve très intéressant chez Mehdi Benatia, c'est qu'on peut soulever potentiellement des incohérences dans son bilan. Chez lui, la justification est toujours très pertinente. C'est un dirigeant qui est cash, mais qui se justifie très bien. Et je trouve ça très pertinent, parce qu'on se rappelle que dans le même exercice, un Pablo Longoria avait énormément de mal, par exemple, à expliquer l'instabilité du club, à expliquer le style de jeu qu'il voulait apporter à l'Olympique de Marseille. Il se contredisait parfois même dans des interviews qui avaient 2 semaines de décalage. Et il y avait pas mal d'incohérences à souligner chez Pablo Longoria dans des éléments très importants de la stratégie du club. Chez Mehdi Benatia, c'est pas du tout le cas. Il tient une ligne claire.
qu'on peut retrouver dans chacune de ses interviews. Il explique améliorer l'effectif, régler ce qu'on n'avait pas pu faire au mois d'août, c'est ce que lui avait demandé Roberto De Zerbi. Il explique qu'il ne pouvait pas faire de miracle en termes de transfert, qu'il ne pouvait pas trouver 40 millions d'euros cachés à la commanderie, et que du coup, il a prévu deux choses, de faire sortir des joueurs qui n'avaient pas réussi à l'Olympique de Marseille. Et sa justification sur Lilian Brassier, même si on est tous d'accord avec ça, elle est très bien. Il dit qu'il est arrivé à Marseille avec plein d'envie, que ça n'a pas pris pour lui, et qu'il ne fallait tout simplement pas insister, et qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Donc c'est aussi une manière d'expliquer l'échec de Lilian Brassier. Bien évidemment, Lilian Brassier, on avait tous plus ou moins compris que c'était justement l'adaptation au club qui avait été mauvaise. Mais il le fait également chez Elie Wahi en expliquant pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il a décidé de l'exfiltrer. Il explique très simplement que si Elie n'avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club, ce qui est extrêmement vrai, parce que ses problèmes de comportement avaient été déjà soulignés dans d'autres clubs. Justement, c'est un peu la petite forme d'incohérence qui a été soulignée un peu par les journalistes, par le journaliste de l'équipe qui a réalisé l'interview, c'est que Mehdi Benatia parlait de comportement, mais c'était peut-être certaines choses qu'on pouvait anticiper et qu'on pouvait déjà avoir connues, et justement, particulièrement sur Elie Wahi. Lui, en expliquant la gestion du Kawaii, il dit qu'il a toujours été très clair, qu'il lui a toujours expliqué comment il devait interpréter son métier, l'exigence qu'il devait avoir au quotidien, et que c'est quelque chose qui n'a tout simplement pas été écouté, c'est quelque chose qui sous-entend. Lui explique qu'il ne peut pas surveiller les joueurs au quotidien, mais qu'il y a un cadre à respecter. D'ailleurs, il fait une blague au début de l'interview aux journalistes sur le fait qu'ils arrivent en retard et que Wai arrive en retard. Donc on peut facilement comprendre que l'épisode Wai-OM, c'est clairement une question extrasportive et de choses qu'on n'a pas vraiment vues, en plus de certaines choses sur le terrain qui n'étaient pas, qui n'étaient pas convaincantes, tout simplement. Mehdi Benatia dit clairement que la gestion du neuf, même l'explique, et ça c'est encore aussi pertinent, et ça nous aide à comprendre le mercato hivernal, que la gestion du neuf, c'est pas quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Le départ d'Elie Wahi, il le dit, on savait que Elie Wahi allait être amené à partir depuis 3 semaines. Donc en dépit du discours de façade dans les médias qui disaient qu'ils voulaient garder Wahi, ils avaient clairement l'intention de le vendre. Et là, on ne peut pas leur reprocher d'avoir dit l'inverse dans les médias. S'ils disaient qu'ils voulaient vendre Wahi, ils n'auraient peut-être pas obtenu 25-30 millions de Francfort et réalisé une opération blanche, voire légèrement, voire une légère plus-value. Il s'explique également sur l'arrivée d'Amin Gouiri à ce poste, donc des éclairages sur le mercato hivernal qui a été réalisé. Il explique que c'est en aucun cas un panic buy, contrairement à ce que peuvent dire des observateurs. Et il dit clairement que son premier match a été un bon exemple de ce qu'il pouvait apporter à l'Olympique de Marseille. Donc c'est déjà des premières justifications sur le mercato hivernal que je trouve très pertinentes, que ce soit au niveau des joueurs qui ont été exfiltrés ou d'une recrue, en l'occurrence Amin Gouiri. Et vraiment, on est toujours dans quelqu'un de très cohérent. Et je pense que c'est le deuxième point de cette vidéo. Il y a la restructuration et il y a la cohérence dans la politique sportive. On peut dire qu'il met au centre le fait de redonner de l'ambition, de redonner dans cette restructuration un certain respect de l'ordre établi, une certaine exigence. Donc voilà, on a un Mehdi Benatia qui est bien illustré par ses propos. On peut prendre également d'autres exemples depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, comme par exemple le cas Jonathan Klaus. On se rappelle que Jonathan Klaus avait déçu en interne, notamment à travers son attitude au quotidien. C'est par exemple ses sorties nocturnes qui étaient présentes dès la saison Tudor. Et Mehdi Benatia était venu lui tirer les oreilles, avait fait une sortie médiatique qui avait fait polémique, mais qui était nécessaire, et avait vraiment remis son joueur en place. Et vraiment, on ressent l'expérience de ce dirigeant, on ressent le professionnalisme qu'il veut apporter à l'Olympique de Marseille. Et si on met ça en parallèle avec le discours que Pablo Longoria tient depuis plusieurs saisons, on se rappelle à l'arrivée de Tudor lorsqu'il disait il y a le club, il y a les entraîneurs, il y a les joueurs, bah on est vraiment enfin dans l'application. On est enfin dans l'application, on a enfin des preuves concrètes que ce discours il est appliqué. Et si l'OM veut réussir en tant que club et en tant qu'institution, bah, ça semble être la meilleure voie possible. Pour finir sur l'explication des départs hivernaux, il y avait un point que j'avais reproché à ce mercato hivernal qui pour moi reste globalement très positif et qui a un saut qualitatif global, c'était les départs de Wahi qu'on vient d'expliquer, mais surtout d'Ismaël Koné. Et Mehdi Benatia nous fait clairement comprendre qu'on est là encore dans un souci d'attitude. Et il explique, parce que moi j'avais dit dans une vidéo, normalement si tu connais ces joueurs-là, tu es censé savoir qu'ils ont des problèmes de comportement. Bah, la justification de Mehdi Benatia, elle n'est pas non plus déconnante, et elle est plutôt bonne, elle est valable, même si je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle. Et c'est peut-être le seul point même que je voulais critiquer un moment, mais avec du recul, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la situation sportive de l'OM, qui analyse beaucoup mieux le mercato, et même si on doit l'excuser, qui avait énormément de deals à faire cet été. Donc c'est encore heureux qu'il ne connaisse pas la vie privée de tous les joueurs qu'il a recrutés, étant donné qu'il a fait une dizaine de mouvements entrants, et voire même plus au niveau des sorties. Il explique que lorsqu'on recrute un joueur sur du scouting, par de la vidéo, en se déplaçant à des matchs via des échanges téléphoniques, on ne le découvre pas véritablement. Son caractère, on le découvre au moment de la signature
et qu'au début, bah, tout est beau, tout est rose, et puis qu'on découvre ensuite le caractère du joueur, et que c'est pas, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas anticiper, le fait qu'un Koné, le fait qu'un Brassier, le fait qu'un Wai ne s'adapte pas à l'Olympique de Marseille. Euh, Franchement, je trouve que la justification est bonne. Elle est pas, c'est pas sa meilleure justification dans toute l'interview. Parce qu'une fois, encore une fois, comme j'ai dit, Ismaël Koné, on sait que c'est un joueur qui n'a pas fait de centre de formation, qui était aussi, dont l'attitude était déplorée par ses anciens entraîneurs. J'avais parlé dans une vidéo d'une interview de Wilfried Nancy qui expliquait qu'Ismaël Koné, il fallait lui donner du temps, qu'au bout de la première semaine d'interview, il voulait le dégager. Mais ça se tient quand même. Et il exprime encore une fois l'exigence qu'un joueur doit avoir à l'OM. Il le répète, l'OM, par exemple, c'est 8, c'est 9 heures par jour dans l'interview. Et c'est un point qui est vraiment très important pour lui. Il insiste sur le fait de mettre de l'intensité, de la rigueur, de se sacrifier pour l'OM. Et que c'est justement une attitude que ces joueurs n'ont pas eue lorsqu'ils étaient au club. Et c'est ce pourquoi le club a décidé de se séparer d'eux, malgré les sommes investies. Et justement, globalement, même s'il y a ces petites exceptions, ce qu'il a voulu mettre en place est en train de se réaliser, puisqu'il le souligne lui-même dans l'interview. Ce qu'il a vu dans le dernier match, justement, c'est ce qu'il voulait voir, lui, en tant que directeur sportif de l'OM, lorsqu'il arrivait. Quand je prends le dernier match, je vois du caractère, une équipe qui me ressemble, qui ressemble à mon entraîneur, qui ressemble à mon président. Il va encore une fois rappeler l'exigence de l'OM, et pour moi, il le fait parfaitement. Et ça montre vraiment l'intérêt de cette interview, parce il décrit son projet global pour l'Olympique de Marseille, mais il insiste sur des traits, sur des lignes qui sont vraiment cohérentes et qui restent depuis qu'il est arrivé. Il explique que Pablo regarde 42 matchs par week-end comme De Zerbi, comme moi. Je ne peux pas accepter que nous, on ait un niveau de passion à ce niveau et que des gamins de 22-23 ans pensent que l'OM c'est 3 heures par jour et après je fais autre chose. Il rappelle l'OM c'est 8-9 heures par jour minimum. Il y a une exigence à avoir dans un club comme l'Olympique de Marseille. Il explique que par exemple il y a une discussion avec un joueur qu'il a recruté cet été ou un joueur de l'équipe première, visiblement un joueur étranger, à propos des cours de français et que ce dernier ne comprenait pas pourquoi il y avait des cours de français et qu'il a dû lui expliquer. Il explique que ce joueur n'a rien compris s'il ne comprenait pas pourquoi il avait des cours de français. Donc vraiment, on est sur des petits détails à chaque fois d'exigence, mais qui montrent, je ne sais pas si on peut dire que c'est quelqu'un de perfectionniste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment mettre l'OM à niveau sur les moindres détails, que ce soit dans la gestion quotidienne des joueurs, dans le fait qu'ils comprennent le français, dans le fait qu'ils s'adaptent au club. Et franchement, on peut que louer ça parce que c'est des choses qui ont pu être oubliées par le passé. On peut prendre l'exemple par exemple Vitinha. On sait que c'était pas le joueur le plus talentueux signé par l'OM, mais quand il arrive à l'OM, on retrouve un joueur qui chiale, désolé du terme utilisé, littéralement dans des interviews pour free foot en disant que ses parents lui manquent. Est-ce que avec le player care actuel, l'accompagnement des joueurs actuels, ça aurait été la même chose? Je pense pas. On a plein d'exemples de jeunes joueurs qui ont été recrutés et qui ont été complètement perdus à Marseille. Il parlait de Luis Enrique juste avant. On peut prendre l'exemple de Balerdi. Donc vraiment, c'est des petits détails qui semblent anecdotiques. Nous, quand on regarde un match de foot de l'Olympique de Marseille, on va plus se concentrer sur les exploits réalisés par les joueurs, sur la tactique mise en place, mais qui contribuent tout autant à la réussite sportive du club et dont on ne parle jamais. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment insister sur ces points parce que l'exigence au sein de cette interview, pour moi, c'est vraiment ce qui en ressort majoritairement, que ce soit de son arrivée à l'analyse qu'il en fait encore aujourd'hui de la situation actuelle du club. L'exigence, c'est bien évidemment le point central de la restructuration qu'a réalisé Mehdi Benatia depuis son arrivée. Et son incarnation, c'est un peu la hiérarchie qui a été mise en place à l'Olympique de Marseille. On a énormément vu, par exemple, Fabrizio Ravanelli être présent depuis son arrivée dans les vidéos du club. Alors, c'est certainement un choix de Pablo Longoria, mais on peut prendre d'autres éléments. On avait parlé du player care tout à l'heure, on peut parler du staff de Roberto De Zerbi qui est assez important. Et plus généralement, il y a un fonctionnement qui est assez intéressant et qu'il décrit partiellement dans l'interview. Il explique que Roberto De Zerbi a acquis une certaine centralité depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille dans le mercato, que le dirigeant ont fait le choix de le mettre dans toutes les discussions mercato. On peut le voir, hein, au départ, on a pris l'engagement de le mettre dans toutes nos discussions mercato. Par contre, toutes les décisions sont prises par Pablo et moi. Donc on voit qu'on a vraiment un club qui fonctionne bien au niveau du sportif. Il y a une coordination, il y a un accord entre le président, son directeur sportif et le coach. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que l'homme du sportif à l'Olympique de Marseille, que ce soit sur les transferts, sur l'exigence au sein du club, c'est Mehdi Benatia, et qui fait le relais entre les deux. Et on a vraiment un le fonctionnement d'un club qui semble être très bon. Et on l'a pu le voir par le passé. Il n'y a pas souvent eu une très bonne entente entre les directeurs sportifs et leurs coachs. On peut prendre l'exemple par exemple, de Rudy Garcia et Andonis Bizarreta. On sait que c'est des deux personnes qui se détestaient pratiquement par le passé, un passé un peu plus lointain. José Anigo et Didier Deschamps, c'était deux personnes qui se détestaient. On va même pas prendre le cas du début des années 2000 à l'OM parce que c'est un grand bordel. Même Pablo Longoria, on peut se rappeler qu'il n'aimait pas André Villas-Boas et que c'est deux personnes qui ne s'aimaient pas et qu'on avait des articles dans l'équipe au cours de la saison 2021 qui nous expliquaient comment Pablo Longoria
reprenait l'influence d'André Villas-Boas et commence à énerver André Villas-Boas. Donc là, on a un fonctionnement qui est très bon. D'ailleurs, quand on parle de projet de 3 ans, ça a été souvent évoqué par Pablo Longoria, ça a été souvent évoqué par la direction de dire on veut s'inscrire dans le long terme avec Igor Tudor, on veut s'inscrire dans le long terme avec Jorge Sampaoli, on veut s'inscrire dans le long terme avec Marcelino, même Gattuso, ça avait même été dit par Mehdi Benatia. Là, on a vraiment des preuves avec Roberto De Zerbi. On a par exemple un homme qui est sur la photo juste ici et qui est en bas à droite, Giovanni Rossi, qui a été apporté. On a un staff XXL que le Bayern Munich a refusé à Roberto De Zerbi, qui a été accepté par l'Olympique de Marseille. Donc il y a une vraie volonté de construire avec De Zerbi, il y a une vraie volonté de le mettre au centre du projet en lui accordant une part très importante dans le recrutement, en lui ramenant aussi des joueurs, parce que Mehdi Benatia explique justement au niveau de cet extrait de la vidéo, qui connaît les raisons du départ de De Zerbi à Brighton. Et les raisons du départ de De Zerbi à Brighton sont très simples. Il l'avait évoqué dans une conférence de presse, c'est qu'il n'avait pas assez de joueurs expérimentés et qu'on lui demandait trop de faire du trading avec par exemple des Caicedo, des McAllister. Et qu'à l'Olympique de Marseille, jusqu'ici, Benatia lui ramenait des joueurs expérimentés, des Højbjerg, des Rabiot, dernièrement Ismaël Benasser. Donc on lui ramène des joueurs pour son projet. Et franchement, il y a une osmose aujourd'hui il y a une harmonie plutôt aujourd'hui entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et leur coach qui est particulièrement sympathique. Et on a vraiment l'impression globalement dans cette interview, que ce soit dans toutes les lignes qu'il trace de son projet, toute l'explication du fonctionnement du club, toutes les manières dont il explique ses raisonnements pour améliorer le club, qu'on est sur un projet qui est enfin cohérent, qui a enfin une ligne directrice et qui va enfin sur la bonne voie. Et ça, c'est vraiment particulièrement jouissif aujourd'hui en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, d'avoir un dirigeant qui est très cohérent dans ses interviews, qui est très cash, qui ne fait pas de langue de bois et qui est très direct. En parlant de langue de bois, c'était peut-être le seul aspect sur lequel Mehdi Benatia en faisait usage, c'était le dossier Paul Pogba. Et il faut dire que dans cette interview à l'équipe, on a peut-être eu l'annonce du transfert de Paul Pogba cet été parce qu'il a été très cash sur le dossier et s'est livré comme jamais. Alors que Pablo Longoria, il y a quelques jours, sur RMC, sous-entendait qu'on n'était pas dessus, que c'était pas un dossier qui avait été actif au cours de ce mercato de janvier, que même l'équipe a fait un article pour dire que Pogba n'était pas dans les plans de l'Olympique de Marseille. Là, il a été très direct. Alors, il a rappelé, comme d'habitude, que c'est un joueur qu'il estime énormément, qu'ils estiment plutôt énormément, lui et Pablo Longoria, qu'il est important, que c'est un leader, un vrai mec de football, un passionné. Et il va ensuite expliquer son raisonnement sur pourquoi l'OM ne l'a pas recruté cet hiver. Il explique tout d'abord par les blessures qu'a eu Paul Pogba depuis des années, parce qu'il faut se rappeler que Paul Pogba, avant sa suspension, il joue pratiquement pas depuis la saison 21-22, sa dernière saison à Manchester United, puisqu'il arrive à la Juventus blessé. Il a eu sa suspension qu'il a absenté pendant pratiquement 1 an et demi, voire même, je crois que c'est même 2 ans. Et il nous donne déjà une très grosse information qui confirme tout ce qui est dit depuis plusieurs semaines. On y a réfléchi, on voulait le faire. Alors, bien évidemment, on se doutait tous que c'était le cas, mais il y a quand même une grosse confirmation. C'est rare qu'un directeur sportif dise ça dans une interview, alors qu'on parle peut-être d'un dossier qui est encore actif, parce que Paul Pogba est sans contrat. Le problème, c'est que faire venir Paul Pogba pour lui, qui n'est pas encore fit, c'était quelque chose qui n'avait pas de sens, parce que ça allait faire basculer les équilibres du club, ça allait mettre une pression médiatique autour du joueur, alors qu'il n'avait pas encore joué, qu'il était blessé, et surtout qu'il n'avait pas participé à la fin de saison, et qu'il y avait peut-être des dossiers plus importants, comme par exemple recruter Ismaël Benasser, recruter Amine Gouiri, et Pogba, on sait déjà qu'en termes de salaire, c'est quand même assez important. Lui, en tout cas, il sait que l'OM, c'est un projet qui lui parle et qu'il aurait aimé venir. Paul Pogba l'a également sous-entendu dans des interviews. On a vu également ses likes sur Insta, sur par exemple une publication où on lui demandait de venir à l'Olympique de Marseille. Je crois que c'était une publication de Foot Mercato, une déclaration de Mason Greenwood, son ancien coéquipier du côté de Manchester United. Et il nous explique la suite. Et la suite, pour moi, elle est claire. La suite, c'est que ça sera cet été. Ça sera cet été s'il n'y a pas un gros club qui vient et qui vole le morceau à l'Olympique de Marseille. Il nous dit on va suivre l'évolution sur les 6 mois et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravi d'avoir un joueur comme Paul Pogba à l'Olympique de Marseille pour nous donner un coup de main l'année prochaine si l'occasion se présente. Donc par rapport au dossier Pogba, qui prouve encore une fois l'ambition qu'il a, hein, le saut qualitatif permanent, on est passé de Højbjerg, Adrien Rabiot, Ismaël Benasser, et ben il veut te rajouter un milieu potentiellement de classe mondiale, bien évidemment dans des conditions particulières, mais ça montre l'ambition qu'a Mehdi Benatia à la tête de l'Olympique de Marseille, et c'est l'autre point que je voulais rajouter, en fait, c'est l'ambition, le cran qu'il a. On en a parlé avec De Zerbi, aller convaincre Roberto De Zerbi, quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, quand tu viens de sortir d'une saison catastrophique, où tu n'as pas de plan de jeu, où tu fais 3 coachs différents, où c'est la catastrophe, où c'est la crise, et expliquer à Roberto De Zerbi que tu vas monter un projet ambitieux, franchement, faut réussir à le faire. Surtout que derrière, on a l'impression que c'est une machine qui s'enchaîne. C'est qu'il réussit à faire un gros coup, et ce gros coup lui permet de faire d'autres gros coups. Et ces gros coups agrégés
de lui permettre de réaliser d'autres gros coups. Il fait Roberto De Zerbi, ça lui permet de ramener, par exemple, Højbjerg, Greenwood. Derrière, avec Højbjerg, Greenwood, ça lui permet de ramener Adrien Rabiot. Avec le tout qui s'agrège, alors que ça fait que 3 4 mois qu'il met en place son projet, il peut ramener un Ismaël Benasser, il peut ramener, je sais pas, un Luis Felipe, il peut attirer un Paul Pogba. Donc on est vraiment dans un enchaînement de gros coups dans sa stratégie, qui est vraiment, moi je vais le dire, particulièrement fascinant. Parce que quand on se rappelle de la situation de l'Olympique de Marseille, il y a 13 mois, on était sur une équipe qui n'avait pas de plan de jeu, pas de coach comme je l'ai dit, mais plus globalement, j'avais l'impression que le projet sportif vraiment partait à la dérive. On n'avait plus de cohérence dans les choix, on passait d'un coach à l'autre, il n'y avait pas une vision long terme qui était affirmée. Par exemple, il n'y avait pas de prolongation pour Tudor, il n'y avait pas de prolongation pour Jorge Sampaoli. Et là, non, on est sur un mec qui a un projet sur la durée, cohérent. Je répète plusieurs fois ces mots parce que pour moi, ça semble particulièrement surprenant et c'est important. Mais surtout qui arrive à avoir une ambition et à la matérialiser. Pour la matérialiser, il faut notamment avoir du cran. Et c'est aussi ce qui caractérise Mehdi Benatia depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas hésité à traiter des gros dossiers qui semblaient impossibles. On l'a évoqué juste avant avec Roberto De Zerbi. On l'apprend également dans l'édition de l'équipe du jour, en dehors de l'interview, que Mehdi Benatia a ouvert des dossiers particulièrement ambitieux pour un club sans Coupe d'Europe. Par exemple, l'OM a approché Aymeric Laporte. Et on apprend que le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a même réussi à avoir un accord pour rejoindre la Ligue 1. Cependant, pour que l'ancien joueur de Manchester City rejoigne la Ligue 1, mais le mariage n'a pas pu se faire en raison de différentes modalités financières. Alors on peut me dire que Aymeric Laporte, il joue en Arabie Saoudite, il joue à Al Nasser. Il était titulaire de la dernière sélection qui a remporté l'Euro, la sélection espagnole. C'est un joueur dont le dossier a été ouvert par l'OM il y a maintenant 1 an et demi, je crois que c'est quand il y avait Marcelino, et qui ne s'est pas fait parce que l'OM n'était pas en Ligue des Champions. Cette saison, l'OM n'est pas en Ligue des Champions. Et il réussit quand même à avoir la porte. Donc ça illustre cet enchaînement. Aujourd'hui, c'est possible parce que Benatia a ramené De Zerbi, parce qu'il a ramené Rabiot. Ça crédibilise son projet. Et franchement, c'est assez fort. Il a essayé d'autres coups, justement du côté du championnat saoudien. Khalidou Koulibaly, qui était emballé par le projet marseillais, mais tout aussi difficile à sortir d'Arabie Saoudite. Jean-Claire Todibo de West Ham, Marcus Rashford, pour lequel l'OM a pris des renseignements. Et vraiment, quand on voit ces pistes, quand on voit les dossiers ouverts sans Champions League sur un mercato de janvier, on peut se demander ce que ça va être avec une qualif en Ligue des Champions. Qui l'OM va recruter? On va ramener Rodrigo du Real Madrid parce que le Real va essayer de le sortir. On a aussi appris que l'OM a essayé de faire Hendrick par la presse brésilienne. Donc il y a vraiment quelque chose de particulièrement palpitant dans les mercatos de Mehdi Benatia, c'est qu'il a du cran, qu'il va toujours aller tenter des gros coups. Et ça n'a pas été forcément le cas par le passé. Ça n'a pas forcément été le cas par le passé parce que si je me rappelle par exemple les recrues de l'ère Jacques Henriero au début, alors peut-être parce que le club n'avait pas encore autant de crédit, je me rappelle pas d'un joueur qui était vraiment d'une classe supérieure qu'on est allé chercher. On s'est dit, c'est une dinguerie. Il y a peut-être Dimitri Payet au début, mais j'en vois pas autant s'aligner sur quelques mois. Par exemple, le même Pablo Longoria, on a eu Milik. On a eu Milik. Allez, on peut peut-être parler du premier mercato. Il fait Milik, Gendouzi, Gerson, mais on n'est pas sur des joueurs aussi confirmés que Adrien Rabiot, Højbjerg, Benasser, potentiellement Pogba derrière. On est vraiment là dans quelque chose, je ne vais pas dire d'exceptionnel, mais en tout cas, c'est très fort et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et qui, pour moi aussi, est important à prendre en compte dans le bilan de Mehdi Benatia, c'est qu'il a eu ce cran d'aller vendre un projet auquel il croyait, auquel McCourt a dû être convaincu d'y croire, parce que McCourt doit aussi mettre de l'argent. Et il a mis l'argent, c'est que Mehdi Benatia et Pablo Longoria l'ont convaincu. Et il faut le féliciter aussi pour ça. On peut dire c'est que pour l'instant, on dresse un bilan qui est très très positif de Mehdi Benatia depuis son arrivée. Alors c'est vrai, on peut reparler de certains épisodes, comme par exemple la sortie sur Jonathan Klaus que j'ai rapidement évoqué. On peut parler de sa déclaration où il disait qu'il se voyait faire 3 ans avec Gattuso avant un match où Gattuso a été licencié. Finalement, c'est des choses quand elles reviennent qui sont vraiment anecdotiques. Et c'est souvent des paroles qu'il était obligé de tenir parce que s'il disait l'inverse, il pouvait susciter une crise dans un club qui était déjà instable. Pour Jonathan Klaus, on l'a dit, il rappelle son exigence et c'est quelque chose qui a marché. Ça avait marché avec Aubameyang. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui met au centre de son projet. Et vraiment, à la conclusion de cette vidéo, on peut dire que c'est quelque chose. On peut dire qu'on est sur un bilan qui est, j'ai pas envie de dire parfait, mais pratiquement, parce que c'est difficile d'être parfait. On ne sait même pas ce qui est aujourd'hui la perfection pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que la question à se poser, selon moi, et selon laquelle raisonner, c'est de se dire est-ce qu'il y a 14 mois, au sorti de la crise de septembre, on pouvait espérer mieux dans un horizon d'1 an et demi? Est-ce qu'on pouvait espérer d'avoir mieux qu'Adrien Rabiot, que Højbjerg, d'avoir un club enfin cohérent, avec une stratégie enfin cohérente, avec deux Zerbi sur le banc, avec un club ambitieux? Bah, avec l'état actuel du club, avec le président actuel, avec le dirigeant, enfin avec le propriétaire actuel, sincèrement, je pense pas.
Je pense pas. Et même si la saison a eu un impact à court terme à la suite de cet événement, ce qu'on a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est globalement très positif. Et on peut dire que le club a été sauvé. Sauvé par le départ de Javier Ribalta, qui pour moi était très important, mais aussi sauvé par le maintien de Pablo Longoria à la tête du club et pas son remplacement par Tessier. Parce que Mehdi Benatia l'explique très bien dans cette interview, il y a eu des problèmes en interne à son arrivée et des problèmes qui sont toujours présents. Il le dit, hein, si j'écoute les gens, je suis parano, je me fais des films toute la nuit, je n'ai pas le temps de me faire des films. L'eau du robinet qui coule à Marseille, elle est bonne. Donc cette métaphore, c'est pour illustrer le fait que les nouveaux membres du club prennent énormément la grosse tête et peuvent causer des problèmes au club. Et on sait qu'il y en a eu depuis qu'il arrive à l'OM. Il y a eu l'épisode Tessier, il y a eu l'épisode avec la directrice générale, il y a l'épisode Zarak-Papin. Et c'est des choses qui créent des problèmes à l'OM et qui peuvent venir rendre ce projet toxique. Et c'était un peu le contexte au moment où Mehdi Benatia arrive au club, c'est qu'il y avait littéralement une guerre ouverte en interne qui avait mené aux événements de septembre 2023. Et lui explique que c'est quelque chose qu'il essaye de régler et contre lequel il lutte. Il dit aujourd'hui l'OM, cela fait rêver beaucoup de personnes, moi je ne rêve pas, j'aspire à aller en Ligue des Champions et le jour où je partirai, je pourrais me dire voilà, j'ai pris ce club dans ces conditions, j'ai sacrifié 2-3 ans de ma vie, sûrement pas plus pour remettre le club à ce niveau-là. Vous êtes content, pas content, croyez-moi, j'ai fait le maximum tous les jours. Je n'aurais pas laissé des gens interférer dans le sportif. Donc ça montre que lui, vraiment, se sacrifie pour son projet sportif, qu'il a vraiment envie qu'il se réalise, qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, mais que lui veut aller au bout. C'est peut-être la fin de cette vidéo. On va évoquer certaines allusions qu'il fait sur un possible départ. Et c'est quelque chose qui a inquiété beaucoup de gens. C'est qu'il expliquait le fait qu'il ne ferait peut-être que 2-3 saisons avec le qu'il ne se ferait pas très long au sein du club phocéen. Faut le rappeler, le travail de directeur sportif est quelque chose d'épuisant en général. On peut prendre l'exemple de l'ancien directeur sportif de Liverpool qui s'appelle Edwards, j'oublie tout le temps son prénom qui commence par un M, qui lui a fini lessivé après avoir construit le Liverpool de club. C'est un travail qui est décrit vraiment comme usant, comme lessivant. Et on peut imaginer qu'à l'OM, quand tu arrives dans un contexte qui est mauvais, que tu dois tout reconstruire, que tu dois faire énormément de mouvements, que tu as les problèmes en interne à gérer, que tu as toutes les polémiques qui viennent aussi, parce qu'il en parle dans l'article, je ne vais pas tout rapporter tous les éléments de l'article, et je vous invite à le lire. C'est très très usant, c'est très très usant, et on peut comprendre qu'un Mehdi Benatia aujourd'hui n'envisage que de faire 3 ans à l'OM, et c'est tout à fait logique, parce que c'est quelqu'un qui doit être tout simplement usé, il a pris une suspension de 3 mois, il me semble, avec limite, je crois, 2 mois de plus sans sursis, donc potentiellement ça peut faire 5 mois. Il est critiqué dans les médias pour des raisons qui sont assez étranges, qui limite des fois se rapportent à du racisme, clairement. En fait, il y a beaucoup de choses qui entourent l'Olympique de Marseille, qui est un club plus ou moins toxique de base au niveau de son environnement, qu'il essaye de nettoyer, qui est un club à restructurer profondément. Et on peut comprendre aujourd'hui qu'un Mehdi Benatia ne se voit faire que 2-3 ans à l'OM. Et pour définitivement finir, parce que je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, cette analyse de son interview et de son bilan, j'ai envie de dire, et de parler en tant que supporter. Franchement, je ne pouvais pas espérer quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement avec Mehdi Benatia et ce que l'OM devient, que ce soit au niveau de la restructuration du club, que ce soit au niveau de la manière dont Pablo Longoria aussi a tiré leçon de ses échecs précédents. Il a pris du recul, il a accepté de revenir dans un rôle de président conventionnel et de ne pas interférer sur toutes les décisions sportives. Il a donné de la place à Mehdi Benatia qui était un agent avant. C'est des décisions qui sont à saluer. Je pense qu'on va enfin dans la bonne direction. Et on voit que si ce club est cohérent, travaille bien, a une ligne directrice mise sur la stabilité, sur le fait de durer, mais une exigence en interne, il n'y a pas besoin d'avoir 500 millions d'euros par mercato. Et l'attractivité, on la trouve très rapidement. Aujourd'hui, c'est un club qui a un stade exceptionnel, incroyable, une des meilleures ambiances d'Europe, qui a des atouts à faire valoir, qui, lorsqu'il est compétitif, est facilement dans le top 25-20 européen. Et on peut imaginer que justement, en continuant sur cette marche, en continuant sur ce renouveau, en continuant sur cette bonne direction, l'OM ne pourra faire que progresser. Et quand on voit l'effectif qu'on pourra avoir l'année prochaine en Ligue des Champions, si l'OM se stabilise en Champions League, si on continue à faire des gros coups, si Franck McCourt décide de mettre encore plus de sous, et on peut imaginer qu'à l'avenir, par exemple, si le club continue de monter et continue de progresser en termes de valeur, on pourrait avoir des investisseurs qui arrivent au club en plus de Franck McCourt. Mais l'OM peut vraiment connaître une progression incroyable sur les prochaines années. Et ça reste bien évidemment conditionné au maintien de cette rigueur. On a souvent connu à l'OM de beaux chapitres qui ont été gâchés. Et pour moi, le fait que Mehdi Benatia souhaite structurer, souhaite poser des bases, c'est vraiment super important. Et il va falloir capitaliser dessus sur les prochaines semaines. Il va falloir continuer ce qui a bien été fait, donner du crédit à Roberto De Zerbi, miser sur lui parce que je pense qu'il a montré cette saison, que ce soit tactiquement, que ce soit dans sa gestion du groupe, qu'il était un entraîneur qui pouvait durer à l'Olympique de Marseille. Et ce sera la fin de cette vidéo. Durer, stabiliser.
continuer à faire progresser, c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet de l'Olympique de Marseille, de cette interview de Mehdi Benatia, de ses 14 premiers mois à l'OM. Moi, je pense en tout cas qu'on est sur la bonne direction. Je déplorais la situation du club et globalement, dans notre média, on la déplorait il y a 1 an et demi. Bah, franchement, j'ai l'impression que tout ce qu'on souhaitait, c'est réalisé. Tout ce qu'on souhaitait, c'est réalisé. Je vais revenir avec un tweet qui a été publié sur le média il y a quelques mois, justement. On le voit ici, hein, ce tweet où, au moment où Tessier était à la lutte avec Pablo Longoria pour prendre la tête du club et qu'il y avait des tensions en interne qui étaient énormes, on avait dit, hein, bien que notre média ait été assez critique au sujet de la politique sportive de Pablo Longoria depuis une dizaine de mois, si l'avenir de l'OM venait à se jouer entre le clan Longoria, Benatia et Tessier, notre choix est vite fait. Que Longoria reste, ça s'est réalisé. Donne de l'importance à Benatia, ça s'est réalisé. Apprennent surtout de ses erreurs qui ne devront pas être masquées par cette lutte interne, ça s'est réalisé. L'OM sera un carrefour de son projet cet été, ça a été le cas. Après une saison catastrophique qui peut toujours être transcendée par un exploit européen, malheureusement ça ne s'est pas fait malheureusement, les choix effectués seront décisifs pour l'avenir du club. Choisir un coach de haut niveau pour un projet long terme comme Fonseca, finalement c'est encore mieux vu que c'est De Zerbi. Poser les bases d'un projet stable, cohérent et ambitieux, et tout pourrait évoluer dans la bonne direction. Et je pense que c'est la meilleure conclusion possible à cette vidéo. Tout s'est réalisé. Si vous voulez voir le moment où on a réalisé ce tweet, c'était tout simplement le 26 avril 2024. Donc vous pouvez voir que c'était un moment où il fallait y croire. Et merci beaucoup à Mehdi Benatia, merci beaucoup à Franck Macourt. Et il faut continuer comme ça, c'est le mot de conclusion de cette vidéo. On se dit à la prochaine sur Massy la Zone. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et allez l'OM!